Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 85e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 14 novembre 2022, belle journée grise, comme on les aime, en compagnie de mon acolyte Tristan. Comment ça va? Ça va bien toi, Marc? Ça va très bien. Ça fait longtemps? Ça fait très longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait quoi, 2-3 semaines? Ouais, ça fait 3 semaines facile. En tout cas, il y avait des feuilles dans les arbres la dernière fois qu'on s'est parlé. Ouais. Il était peut-être pas tout verte, là, mais... Puis il n'y avait pas encore neigé au Québec. Non, mais là, il n'y a pas... Ouais, là, il y a... Ouais, c'est vrai, en plus, aujourd'hui, il y a neigé. Puis ici, dans mon coin, on annonce pas pire cette semaine. Fait que ça commence, on est là. Ouais. Non, comme tu as dit, ça fait un petit bout de temps qu'on, effectivement, parce que ceux qui nous suivent sauront que notre nouvelle formule maintenant est de faire des épisodes quand on a des invités. Question de rendre ça plus dynamique, puis aussi, parce que là, après 85 épisodes, on commence à avoir fait le tour de pas mal de sujets. Fait que, donc, vous aurez compris qu'aujourd'hui, on aura une invitée, en fait, qu'on va présenter un petit peu plus tard. Mais avant tout, on va parler de nos plateformes pour ceux qui nous suivent ou qui veulent savoir sur quelle plateforme on est diffusé. Vous pouvez nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud et YouTube. Notre page Facebook, Entre deux martinis. Notre compte Instagram, même chose. Si vous voulez nous écrire un courriel, c'est entredeuxmartinis@gmail.com, entre deux martinis tout en lettres. Et j'ai gardé le dernier pour la fin, notre fameux Twitter. Ça, c'est drôle. @deux martinis, si vous voulez tweeter ou... c'est vrai, on n'a pas le blue check encore. Peut-être qu'on pourrait payer 8$ par mois et l'avoir. Ouais, parce que pour assister à la chute que tu prévois de Twitter, d'ailleurs, c'est important qu'on en parle rapidement de vive voix. Mais on a un petit pari qu'on va immortaliser ici dans l'enregistrement. Hein. Ouais, c'est ça. J'avais dit, moi, en fait, tantôt, un peu plus tôt, que moi, je donnais encore à peu près 1 an à Twitter, là, depuis l'épisode du Blue Check à 8$, là, ceux qui suivent l'actualité savaient de quoi on parle, dans le fond, pour avoir un compte vérifié sur Twitter avant, qui était comme le Saint Graal de la plateforme. Maintenant, ben, tu peux avoir ça pour 8$, donc il y a plein de compagnies qui ont, d'imposteurs, dans le fond, qui ont payé ce montant-là pour se faire passer pour des compagnies, et dont une qui est la compagnie Eli Lilly, dans le fond, qui est... la compagnie qui a commercialisé l'insuline, qui a fait un tweet avec un faux nom dans le fond, qui ont dit que l'insuline serait gratuite, et suite à ça, je crois que l'action a perdu comme quelque chose comme 4 milliards en bourse. Donc ça part bien. Mais là, je crois qu'Elon Musk a backé off sur ce 8$-là. Là. Fait que, à suivre, là, ça change un petit peu la donne. Mais quand même, je vais regarder mon pari, moi. D'après moi, il en reste pas longtemps. Pour que tout le monde soit bien au courant et que ceci soit immortalisé, donc on s'entend qu'on dégage un petit 2 ensemble. Toi, tu dis que Twitter sera disparu de la carte d'ici début 2024. En tout cas, ça volera pas fort. Non, mais là, tu changes encore toutes les conditions. Tu m'as dit tantôt, ça n'existera plus d'ici début 2024, et j'ai dit, c'est bon, on fait un pari. Ouais, donc, j'ai peut-être été rapide, mais c'est correct. Donnons le pari. Donnons le pari. Ou un martini. C'est 2$. Ouais, mettons un martini. Un bon martini dans un bon restaurant. On va dire ça comme ça. Parlant de martini, as-tu quelque chose à nous présenter aujourd'hui? Hey, non, j'ai rien. Hey, je suis vraiment là, je suis poche, là, par exemple, puis je m'en confesse, là, pas de gin à essayer, pas rien. Fait que là, il va falloir que je me remette là-dessus. Là. De toute façon, le temps des fêtes approche, là, je vais aller faire une radio dans une SAQ proche de la maison. Alors, je vais essayer des gins. Je me promets d'essayer des gins. Ouais, j'ai rien non plus, moi non plus. Rien non plus. Rien non plus. En fait, j'ai mon gin Valley encore, là. C'est juste que là, depuis qu'on fait un petit peu moins d'épisodes, on dirait que la bouteille abaisse un petit peu moins vite. Mais je suis allé quand même à la SAQ pour aller vérifier s'il n'y avait pas des nouveautés. Puis encore une fois, c'est tout le temps décevant. Ma SAQ, je sais pas ce qui se passe, là. Les stocks sont tout le temps vides, les tablettes sont... Il n'y a plus rien dessus. C'est comme s'il y avait Organisation Bleue qui était passée là avant pour ramasser tout ce qui traînait. Oh wow, ouais, je pensais pas que t'allais faire ça avec ça. Ah, moi non plus. Ah, là, il va falloir expliquer à notre invité pourquoi En tout cas, bref, c'est pas grave, là, mais wow, quelle transition! Hey, t'es parti de SAQ pour nous amener là.
Wow! Je t'écoutais, puis j'étais là, c'est intéressant ce qu'il dit, puis je m'en allais dire, tu sais, une pénurie de médicaments, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des pénuries d'alcool, ces tablettes, là. Ça aussi, bien vite, avant d'enchaîner pénurie de médicaments, ça savait que c'était assez le bordel de trouver des médicaments pour enfants, genre du Tylenol puis du Advil. Mais même pour des adultes aussi, en tout cas. Peu importe. Ouais. Alors, donc, sur ça, on va expliquer un petit peu la transition. Oui. Ben, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui connaissent c'est quoi Organisation Bleue, mais aujourd'hui, nous, on reçoit, en fait, l'entrepreneur fondatrice de l'organisation Organisation Bleue, en fait, qui est Anne-Marie Asselin, qui va venir nous parler un petit peu de son parcours, de qu'est-ce que Organisation Bleue fait. Dans le fond, c'est un organisme de conservation de l'environnement. Fait qu'elle va nous parler un petit peu plus de son parcours et puis de la mission de l'entreprise. Donc, sans plus attendre, Anne-Marie, tu peux allumer ton micro puis nous rejoindre. Bonjour, comment ça va? Salut, ça va bien? Vous autres? Yes. Oui. Fait que Tristan, peut-être que tu veux expliquer ma transition un petit peu. Oui, écoute, je vais l'expliquer aussi pour le bénéfice d'Anne-Marie qui doit se demander qu'est-ce qui vient de se passer là, parce que c'est ça. On l'avait pas expliqué qu'on allait faire ça. Mais bref, Anne-Marie, moi je l'ai rencontrée dernièrement de façon plus virtuelle. On n'a pas eu la chance de se rencontrer encore de façon en personne, moins en présentiel, parce que nous, dans l'entreprise, on essaie tout le temps de s'affilier à des causes sociales et d'autant plus environnementales dans la mesure du possible. Et Anne-Marie, on l'a approchée puisqu'elle elle a fondé en fait Organisation Bleue, qui est un organisme qui nettoie les berges. D'abord et avant tout du plastique. Là, je pense que tout le monde est au courant que le problème du plastique dans les cours d'eau est assez important, non seulement au Québec, mais même partout dans le monde. Et l'organisation, l'initiative de Anne-Marie nous a beaucoup parlé. Nous, c'est une employée à l'interne qui nous a parlé de ça, qui suivait un peu l'actualité de Organisation Bleue. Donc, c'est comme ça qu'on en est venu à la rencontrer. Puis, je trouvais que en lui posant quelques questions, je trouvais que son parcours est intéressant, que ce serait le fun de l'avoir sur notre podcast aujourd'hui. Tout à fait. Puis pour expliquer la transition, Anne-Marie, c'est qu'à chaque épisode, je fais une transition plus ou moins pertinente, dans le fond, pour aborder le sujet de l'épisode en cours. Puis c'est ça, elle n'est jamais préparée, fait que c'est tout le temps une improvisation sur le moment, comme tu as pu voir. Donc c'est ça. Voilà. Merveilleux. Fait que l'idée de les tablettes qui étaient vides puis dire que c'était Organisation Bleue qui était passée pour faire le ménage, c'était ça la transition et le lien. Un peu boiteux, mais écoute, efficace pour expliquer ça. Fait qu'avant tout, on va pas passer tout droit parce que tu nous as dit avant que tu avais un drink, donc on veut savoir c'est quoi. Ouais, écoute, un classique et tout simple, gin tonic. Ah, ok! Mais t'as-tu un gin en particulier que tu aimes? Ouais, tu sais, je voyage beaucoup le Québec, en fait, depuis plusieurs années, surtout dans la période estivale. Puis je me donne toujours le mandat d'essayer des gins locaux. Puis je dis gin là, parce qu'on en produit vraiment beaucoup au Québec. Oui. Puis là, aujourd'hui, je bois un gin de Sept-Îles qui vient de Havre-Saint-Pierre, de la distillerie Puy à Longue. Un genre de drôle de nom, P-U-Y-J-A-L-O-N-G. C'est le gin Betchwan, plus précisément. C'est un gin qui est vraiment... comment je pourrais dire? Il est vraiment pur. Okay. Il est vraiment bon. Écoute, j'ai jamais entendu. Attends une minute, tu peux-tu me... 2 secondes. Répète-moi comment que ça s'écrit, ce que tu as dit. P-U-Y-J-A-L-O-N-G. Puy-Jalongue. OK. Le gin Betchwan, puis ça, il y en a à la SAQ, j'en ai vu à quelques reprises, mais pour vrai, il est vraiment bon. Il est comme plus herbacé, puis il est vraiment délicat. Bon, voilà. Écoute... As-tu déjà essayé de faire un martini avec? Est-ce que tu bois des martinis déjà? Ben, c'est ça. Puis là, mon cocktail préf, moi, c'est le bon vieux martini dry avec du jus d'olive un petit peu dedans. Wow, un bon classique. Exact. Que je mets à peine de vermouth dedans. Puis des fois, je mets un petit dose de citron en plus à la James Bond. OK, pour faire comme un Vesper, dans le fond, là, un peu un entre-deux. OK, wow! Avec T'es déjà une parfaite invitée pour nous autres, fait que ça commence bien. C'est ça, parce que nous, c'est que ça qu'on boit des Dirty Martini. Ouais. On l'a pas expliqué au début parce que rendu à 85 épisodes, on n'en parle plus, mais c'est que ça qu'on a effectivement. Fait que souvent, on a des conversations sur quelle olive on achète, quel vermouth on achète, quel gin. Donc, quel jus d'olive on boit. Ouais, Marc-Antoine aime bien les olives royales. Fait que c'est ça, là. C'est des conversations qu'on a. Cool.
Ouais. That's it. Fait que ce gin-là, à noter, on va... Attends, mais j'ai une autre question d'abord. Y a-tu un endroit où que tu fréquentes un bar, un restaurant où t'aimes beaucoup leur martini, ou c'est un sans équivoque quand tu y vas? Ah, grosse question. Non, j'ai pas d'endroit préféré. Ok. Je te dirais que j'habite dans le Myland à Montréal, là, fait que j'ai quand même une couple de belles places autour de chez nous. J'aime bien aller à la buvette à Simone, sur Parc. Ouais, ouais. Excellent choix. Très bonne Ouais, place. Ils ont des bons vins aussi. ouais. Ouais, absolument. Good. Ben, OK, fait que ça, c'est parfait pour ce gin-là. J'aimerais ça, moi, parce que là, Tristan connaissait déjà, évidemment, la compagnie, parce que vous étiez déjà parlé, mais moi, je connaissais pas. Et je travaille, moi aussi, avec Tristan, donc je pense qu'on va peut-être avoir une collaboration avec vous éventuellement. Cool. Puis j'aimerais ça savoir, en fait, qu'est-ce que Organisation Bleue, exactement. On dit conservation de l'environnement, mais Oui. je pense que vous spécialisez plus dans le nettoyage, comme Tristan l'a dit, des berges là, au Oui. Québec, partout. Parle-nous un peu plus de ce que vous faites. Oui, c'est ça. Ben, ma mission est assez large, en fait, parce que j'ai plusieurs secteurs d'activité. Mais c'est vrai qu'on se démarque beaucoup par nos initiatives communautaires. Là, vraiment, on rallie, dans le fond, une communauté pour créer des impacts positifs directement sur les berges au Québec. J'ai parti ça, moi, en 2018 parce que, d'une part, j'ai fait l'école des entrepreneurs du Québec en 2017, qui m'a accompagnée justement dans mon parcours de lancement d'entreprise. J'ai été coachée un peu aussi parce que j'étais issue du milieu plus scientifique. J'ai tout un parcours en biologie marine. Je me suis spécialisée aussi à travers mes études en conservation, là, donc en protection du milieu naturel, avec un axe plus sur le milieu marin. Puis, je voyais plein d'organisations internationales, super attrayantes, alléchantes, qui diffusaient du contenu digne de grandes agences de publicité, par exemple, mais qui étaient vraiment axées sur une mission de sensibilisation à l'environnement. Puis je trouvais qu'il y avait un peu un trou dans le marché canadien, mais aussi au Québec francophone, qui était axé sur la préservation du milieu d'ici, tu sais. Fait que c'est là qu'est venue un peu l'idée de lancer Organisation Bleue. Initialement, pour avoir, je pourrais dire même mon espèce de pitch initial, ma vision, c'était comme une espèce de Vice qui rencontrait un National Geographic pour amener une espèce de edge puis rejoindre un peu la communauté 18-35 ans avec, dans ce temps-là, les débuts de ce qu'on discutait autour de changement climatique, l'éco-anxiété. C'était le début du mouvement Future for Friday de Greta Thunberg avec les émeutes un petit peu partout sur la planète, là, justement pour activer le pas politique sur l'urgence climatique. Fait que c'est un peu comme ça que tout a déboulé. Puis là, je fête mon 4e anniversaire cet hiver, en décembre, en fait. Puis là, je suis rendue à une 60aine d'événements communautaires où je rassemble en moyenne 50 à 100 personnes pour se mobiliser pour nettoyer les berges un peu partout en province. J'ai également travaillé des Grands Lacs jusqu'à Terre-Neuve, fait que j'ai vraiment un reach, je pourrais dire, qui est dans tout l'Est canadien. Je rejoins principalement la francophonie, évidemment. Puis on a collecté presque 12 tonnes de déchets avec une année de pandémie là-dessus, là, fait que je pourrais dire en moins de 4 ans. Là. Fait que c'est quand même non négligeable. Puis à travers ça, je fais beaucoup de création de contenu, de communication. On diffuse beaucoup d'éditoriaux sur le web. On fait de la vidéo aussi. Fait que tout ce qui est création de l'image, marketing, contenu, production, c'est aussi fait in-house. Donc j'ai un studio de prod aussi à l'interne, puis un studio de com. Très cool. Wow. Pour résumer ça en quelques minutes. Puis, fait que là, dans le fond, tout est un OSBL, fait que dans le fond, tu as Exactement. des subventions pour tout avoir ces... mais ça, c'est un peu, c'est un peu un mythe, tu vois. En 4 ans de start-up à but non lucratif, je n'ai toujours pas de subvention. Même si je récidive à chaque année, là, je suis rendue à 15 dossiers de montée auprès du gouvernement, entre autres. C'est vraiment un job de longue haleine, ça. Puis, tu sais, ça prend une notoriété, un renom. Comment tu ça as fait... subvention pour te financer d'abord? Bonne question. C'est là où vient mon modèle hybride, dans le fond. Je suis un peu en train de... C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat à valeur sociale. Puis là, je suis incorporée à but non lucratif, mais je suis en train aussi de faire des partenariats, de la concertation avec d'autres marques. Fait que j'ai beaucoup de financement qui vient du milieu privé, du marketing, de la commandite, de la pub, puis de la philanthropie. Et s'en vient la subvention éventuellement. Là. OK.
Puis, Très cool. écoute, parce que, mettons, moi, tu sais, tantôt, tu as parlé d'organisations plus à l'international qui sont plus, mettons, d'un côté plus marketing. Moi, tu sais, je suivais beaucoup, mettons, 4Ocean. Ouais. J'imagine que tu connais bien ça. Ouais. OK. Qu'est-ce qui te distingue, mettons, d'une organisation comme 4Ocean? Parce que eux, tu sais, de ce que je comprends, eux aussi vont nettoyer certaines berges sur des plages, tout ça, mais vont nettoyer aussi directement dans des cours d'eau. Oui, exact. Ben moi, je fais tout ce que 4Ocean fait, dans le fond. Okay. Je te dirais que c'est plus dans le pipeline de services. Moi, je vends mon service à une entreprise qui veut aller faire un nettoyage de berge, un peu comme un team building, ou carrément sponsor des nettoyages pour une compensation carbone. Fait qu'au lieu de planter des arbres, moi, je nettoie des berges. Ouais. Puis je mets un logo associé à ça, puis on fait une campagne de rayonnement puis de bienveillance autour de l'action. Okay. 4Ocean, eux, ce qu'ils font, c'est que le collecte qui ramasse, il y a une compagnie qui le rachète. Moi, j'ai pas le pipeline de vente sur mon plastique une fois qu'il est collecté, parce qu'au Québec, j'ai pas encore trouvé la compagnie qui peut m'aider à surcycler, dans le fond, mon plastique. Fait que c'est juste un autre modèle d'affaires. C'est quoi le mot que tu viens d'utiliser, excuse? Surcycler, upcycling. OK. Écoute, c'est la première fois que j'entends ça. C'est prendre un déchet puis le revaloriser en une valeur pure. Donc, la bouteille d'eau qu'on met au recyclage est surcyclée souvent en genre de petite bille de plastique qui, elle, va être refondue puis refaite en bouteille de plastique. OK. Fait que moi, je suis rendue dans mon processus à 4 ans plus tard à essayer de trouver un chemin pour que la bouteille que je ramasse sur la plage, qui est pas super propre, elle soit refondue puis revalorisée en quelque chose d'autre. Ça, c'est un processus de surcyclage. Pour me donner une idée, mettons, depuis 4 ans, en combien de tonnes de plastique tu aurais pu mettre en production pour du surcyclage comme ça? 1/3 à peu près de ce que j'ai ramassé, fait qu'un 4 tonnes environ. Wow, okay. Puis là, en ce moment, ce que je fais avec mes déchets, c'est que je curate littéralement sur la plage pendant un nettoyage les items que je trouve premium, c'est-à-dire qui ont une belle couleur, une belle forme. Des fois, c'est des jouets vraiment cute. Puis là, je ramasse tout ça, puis j'ai environ 2 tonnes à la maison que j'entrepose dans ma cour. Puis je fais des expos avec ça. Fait que là, je suis en train de développer tout un modèle de... Après les nettoyages, je suis en train de monter une espèce d'expérience multimédia où les gens sont confrontés à de la vidéo, du son, plus des œuvres d'art, toutes faites à partir de mes déchets puis de vidéos que j'ai tournées pendant les corvées de nettoyage. C'est malade ça. Puis ce que tu peux pas récupérer, mettons, tu fais quoi avec? Tu vas le porter à un centre de recyclage? Oui, exactement. Fait qu'on fait un tri directement sur le terrain. C'est sûr que la majorité des déchets qu'on retrouve finissent inévitablement à l'enfouissement, mais au moins on les sort de l'environnement pour qu'ils soient après ça acheminés au bon endroit. Il y a une portion qui se retrouve au recyclage aussi, consigne, on trie tout l'aluminium, du plastique, puis la petite portion de 30% là, qui sert à la création d'œuvres. Wow. OK. Puis écoute, moi, juste vite, avant de créer Organisation Bleue, t'as œuvré dans quoi? T'étais-tu dans une entreprise? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, moi, je suis vraiment une atypique autodidacte. J'ai eu un parcours académique quand même exhaustif. Là. J'ai fini mes études à 30 ans. OK. En fait, plus tard que ça, même à 32 ans, j'ai gradué de ma maîtrise. J'ai eu beaucoup de stages en milieu politique international. J'ai travaillé beaucoup à l'international aussi comme plongeuse sous-marine professionnelle jusqu'à l'âge de 24 ans. Puis j'ai travaillé sur des stations de recherche, notamment aux Bahamas. Dans ce temps-là, je me spécialisais en production. Okay. J'étais comme assistante scientifique sur des plateaux de production documentaires, genre à la BBC, Discovery Channel, des trucs comme ça. OK, t'aurais pu côtoyer quelqu'un comme Mario Cyr ou quelque chose comme ça dans des plongées... J'ai été la successeur de Mario Cyr pour Jean Lemire pour l'expédition 1000 jours pour la planète. Ah ouais, wow, OK, oui. Très cool. Et là, tu sais, je suis pas Mario, mais... Non, je le sais, mais j'étais chef de plongée sur le Sedna 4, dans le fond, après Mario Cyr. OK. Wow. Ouais, puis je me suis spécialisée aussi avec les grands prédateurs. Fait que c'est pour ça que j'ai œuvré dans ce domaine-là aussi beaucoup. C'est que j'avais vraiment un edge par rapport aux gros poissons, c'est-à-dire aux requins sous l'eau. Fait que j'ai souvent fait des segments de production documentaires qui étaient précisément pour des tournages avec les requins. Ma phobie, ça, des requins. Ah ouais! OK, on va en parler un petit peu plus. Let's go, Anne-Marie. Parle-nous des requins. Lesquels que t'as vu? Jazz m'a traumatisé. Non, mais moi, on va juste faire un aparté vite, mais j'ai parlé de Mario Cyr. Tu sais, c'est...
Marc-Antoine, tu sais qui Mario Cyr? Non, c'est ça, j'allais dire qui Mario est Cyr, c'est un Madelino, il vient des îles de la Madeleine. Puis il a été plongeur, puis il a même écrit un livre, puis il est même conférencier. Quand tu vas aux îles de la Madeleine, là, je parle en connaissance de cause parce que ça va être bientôt la 4e fois que je vais passer une partie de l'été aux îles de la Madeleine. Mais tu peux aller à son restaurant, il y a un bistrot où est-ce qu'il fait des soirées, souper, conférences, puis qui parle de ses expériences, puis de ses expéditions comme plongeur sous-marin. Puis lui, si je me trompe pas, puis Anne-Marie pourrait me corriger, mais je pense qu'une de ses spécialités, c'était surtout en eau froide. Il y avait vraiment, là, c'était vraiment un des meilleurs dans le monde pour aller dans des eaux très, très froides. Aller avec des ours polaires, aller justement aussi il a fait ça avec des requins, tout ça. Puis, juste pour te rassurer, Marc-Antoine, par rapport oui, les morses. Puis ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux en passant. Ouais, puis il devrait avoir plus peur de ça. À cause des morses. Oui, parce qu'il s'est déjà fait rentrer dedans par un morse, puis il pensait pas remonter en haut à cause de ça. Fait que, Marc-Antoine, tu devrais changer ta phobie des requins pour celle des morses. Ça, c'est une tellement, là. Ouais, okay. Non, mais c'est drôle de parler de ça. J'ai nagé avec des milliers de requins. Elle étudiait les écosystèmes marins, je sais pas trop, là, dans le temps. Parce qu'elle avait été sur un bateau d'exploration, un petit peu un genre de parcours comme tout. Là. Le bateau, c'était quoi donc? Ça s'appelait l'Amundsen. Ah oui, l'Amundsen. Ah, mais comment ça s'appelle? Véronique Lago. OK, je sais pas c'est qui. Ouais, t'es là-dessus, là, elle habite en Australie en ce moment. OK. Ouais. Est-ce que tu as été sur la Munsen toi aussi, Anne-Marie? J'ai jamais été sur la Munsen, mais j'ai plusieurs amis qui ont été sur la Munsen. OK, cool. En tout cas, bref, non, je verrai ça là, pour les morses, mais pour les OK, mais juste que tu comprennes les requins, puis moi, c'est ce qui m'a fasciné, c'est qu'il expliquait, Mario Cyr, qu'en fait, tu pourrais être dans l'eau à côté d'un requin, puis il est pas vraiment intéressé par toi. S'il te mord, c'est parce qu'il va avoir été à tâton puis il va être tombé sur ta jambe ou ton bras parce que tu vas avoir bougé. Mais puis l'odeur même de ton sang, il n'y a pas assez de fer dans le sang d'un être humain pour que ce soit franchement intéressant pour un requin. Tout à fait. On quand même pas la chance. D'un coup qu'il y aille à tantôt sur ma jambe. Ouais, d'un coup que tu aies plus de fer cette journée-là dans ton sang. C'est ça, d'un coup j'ai mangé bien des épinards. Bref, en tout cas, on n'est pas là pour parler de mes phobies. Dans le fond, tu te spécialises au Québec. C'est où la place la plus dégueu que t'es allé? Genre? Ben, dégueu dans le sens qu'il y a le plus pollué maintenant. Ça, c'est une grosse question. Il y en a plusieurs places. Là, il y a la première affaire qui me vient en tête, c'est genre cet été à Petite-Vallée, on a nettoyé une plage où il y avait un ancien dépotoir à ciel ouvert en flanc de falaise. Vraiment, c'est en Gaspésie, là. Fait que, dans les années 70 jusqu'à 90, genre, le monde dompait littéralement sur le bord de la plage. Et puis là, à cause de l'érosion des berges, je suis comme en train de creuser là-dedans. Fait que, genre, la plage, pour vrai, là, est remplie d'artefacts archéologiques fucked up. Des années 70? Ouais, les années 60-70. C'est genre, j'ai trouvé une face de Théodore Le Train. Il y a genre 4000 paires de souliers, mais comme il s'en fait plus. Là, genre, des souliers un peu de bowling, genre. Ça, c'est fucké. Des jeans serrés des années 70. Ça, tu peux faire une exposition, comme tu disais tantôt. Ouais, exact. Exact, c'est une manne, ça. Wow. Une manne en ciel ouvert. Mais, tu sais, je te dirais que, malheureusement, le constat, c'est que partout, c'est sale. Puis je retourne la plupart du temps sur les mêmes plages année après année. Là, puis je ramasse toujours autant de déchets. Là. OK. Tu retournes souvent aux mêmes places, ça, je veux savoir, en fait, si tu essaies de diversifier aussi, dans le fond. Parce que l'eau... Tu vas au spot où c'est sale, dans le fond? Ben oui, puis tu sais, je vais un peu aussi selon... tu sais, je travaille tout avec... mon pipeline de concertation en amont à décider d'une plage vient aussi que je travaille avec les organismes locaux. Fait que, tu sais, mettons, je suis en tournée dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie de la Madeleine, par exemple. Ben, je vais toujours contacter le comité ZIP, qui est l'espèce de... le ZIP, c'est pour une zone d'intervention prioritaire. C'est des groupes d'organismes qui travaillent ensemble pour s'occuper de l'environnement localement. Fait qu'eux sont toujours ma porte d'entrée pour trouver les plages les plus pertinentes. Exemple, en Gaspésie, l'année dernière, à Gaspé, je me suis retrouvée sur une dune de sable qui s'appelle la Boum Défense. Ben là, ça avait été indiqué par des biologistes terrains qui travaillent pour les ZIP et qui m'avaient dit, ben là, il y a potentiellement plus d'impact à avoir. Fait que, tu sais, j'ai souvent une matrice de 3-4 sites par région. Puis après ça, je choisis les 2 spots où je juge que c'est le plus beau, le plus cohérent, le plus diversifié aussi avec ce que je cherche à communiquer. Exemple, au Parc du Bic,
Pour moi, c'est exceptionnel aller là parce que c'est un parc national qui est super protégé, conservé, c'est gouvernemental, ça appartient au Québec, c'est un joyau de patrimoine naturel. Mais quand je vais là, je collecte tout le temps environ 25 kilos, mais de microplastiques. Fait que je collecte pas genre des pneus, des matériaux de construction, tu sais, ça fait des gros nettoyages de 1 tonne, genre. Mais la réalité, c'est que mon 25 kilos de microplastique, il est vraiment aussi important. Fait que Le dans mon espèce microplastique, c'est quoi, parce qu'en mettons, fait, il est plus une bouteille? dommageable à cause qu'il rentre dans Ouais, l'écosystème au niveau des poissons qui vont manger ça, puis au niveau ouais, exact. des animaux, puis C'est quoi, mettons? Ouais. Genre une bouteille de plastique, ça serait ça, mettons? Non, mais attends un petit peu, je vais te le détailler. Mais tu sais, en gros, c'est que ça, dans mon histoire de la pollution plastique, ce site-là du parc du Bic devient important parce que, d'une part, c'est un parc national, fait que cette pollution-là, elle vient pas du parc. Ça arrive par les courants. Je retourne là à chaque année. Fait que là aussi, il y a quelque chose d'important à comme se souvenir pour le public, c'est que c'est les courants marins qui acheminent les déchets. Donc, le travail est à recommencer perpétuellement. Puis dans un lieu aussi protégé que ça, il y a aussi l'empreinte de l'humain qui teinte le patrimoine naturel. Fait que le microplastique, en gros, là, c'est que, mettons, à Montréal, je vais trouver essentiellement des bouteilles de plastique, des copes à café, des couvercles, des pailles, beaucoup de trucs issus de la restauration rapide, par exemple. Puis là, ça, une fois que ça touche à l'eau, on dit qu'il y a 99% de chances que ça n'en ressorte jamais. Parce qu'une fois que ça colle quand ça arrive à la surface, puis pour que ça en ressorte, il faut que ça soit comme évacué sur les berges avec la glace en hiver et où c'est juste acheminé là après une tempête par le vent puis les courants. Fait que le chemin le plus classique de la bouteille d'eau, mettons, qui tombe dans le Vieux-Montréal, le courant remonte vers l'Atlantique. Fait qu'inévitablement à Montréal, en plus avec le grand courant qu'on a, ça va voyager vers Trois-Rivières, Québec, ça va remonter jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Ça se peut que ça traverse vers la Côte-Nord, ça se peut que ça continue dans le coin de Sept-Îles, le Golfe, puis que ça finisse sur une berge à Terre-Neuve ou littéralement dans le continent de plastique en Atlantique. Puis pendant que la bouteille d'eau, elle voyage puis qu'elle fait son chemin, il y a plusieurs éléments puis variables qui vont faire que la bouteille se détériore. Elle se détériore au niveau microscopique par le sel, le soleil, l'action des vagues. Est-ce qu'elle va rester pognante 2 roches puis le frottement va faire qu'elle va se désintégrer un petit peu. Fait que juste ça fait qu'il y a des microplastiques, c'est une espèce de poussière invisible qu'on voit pas avec nos yeux, qui va se libérer dans l'environnement, puis c'est littéralement des micromolécules de plastique. Fait que le plastique va demeurer à l'état de son polymère, puis va juste voyager à une échelle un peu plus moléculaire, finalement, dans l'environnement. Mais il y a aussi, avec le temps, puis tous les éléments que je viens de nommer, le sel, le vent, le frottement, le soleil, la bouteille va se désagréger. Je suis sûre que vous avez toutes déjà touché une bouteille qui s'effrite, genre, dans nos mains. Ouais. Le plastique, ça finit par s'assécher, mais une fois que ça s'effrite, ça disparaît pas. Ça revient à l'échelle moléculaire. Dans le fond, ce plastique-là perdure, on ne sait pas combien de temps. On parle de 450 ans à 1000 ans à aucune date de péremption dans le cas du polystyrène. Fait que l'environnement à l'heure actuelle marin a plus de microplastiques que d'étoiles dans la galaxie. Statistique que j'aime parce qu'elle est très imagée. Aïe, aïe. Puis tu peux-tu, parce que tu as parlé juste rapidement du continent de plastique qui se retrouve dans l'océan Atlantique, c'est quoi les dernières approximations là, sur l'espèce de, mettons, la superficie que cette étendue-là aurait? J'ai aucune idée de la superficie parce que c'est très difficile à évaluer, là, Okay. puis c'est vraiment ciblé, niché comme expertise, mais on parle de 5 mètres de profondeur environ. C'est pas nécessairement un îlot de plastique plus qu'une espèce de soupe de particules qui flotte entre 2 eaux. Fait qu'on le voit pas nécessairement à la surface. C'est sûr que si on y allait avec une prise à piscine, par exemple, dans le cœur de ce gire-là, dans l'îlot de plastique, par exemple, on trouverait des morceaux, là, des gros morceaux, des cordages, plein d'affaires. Mais c'est ça, c'est une espèce de mauvaise conception qu'on a que c'est vraiment pas une île qui flotte, là, c'est vraiment plus comme une soupe avec plein de particules. Mais comment que ça s'est ramassé de même? Tu sais, comme que ça à la même place, ça bouge ou ça reste tout le temps à la même place? Ça reste toujours à la même place, puis c'est des grands phénomènes de courants marins C'est ça, c'est une convergence de courants marins. 2 courants qui se rencontrent, puis ça amène... La planète a comme 5 grands tourbillons qu'on appelle des gyres océaniques. Donc, chaque océan a son gyre. Puis c'est une espèce de convergence, comme tu as dit, Tristan, de ces courants-là. Il y en a dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. On a tous entendu parler du continent de plastique. Il y en a un aussi dans l'Atlantique, au niveau des îles des Bermudes environ. Là, on l'appelle la mer des Sargasses.
Et puis, ces courants-là, ben, accumulent les matières qui émergent des continents de par l'activité humaine, de par les rivières, les canals, toutes les bouches d'égouts. Puis, ben, c'est ça, cette pollution-là, finalement, a une direction, puis c'est la direction du gir le plus proche. T'as Donc, dit ça la finit. mer de Sargasses, Ouais. puis ça m'a frappé parce que moi, je suis allé en République cet été, puis justement, les Sargasses, c'est très présent. Fait que c'est quoi le lien avec... ben, je sais que c'est à cause du réchauffement climatique là, que ça décolle du fond, mais avec le plastique, c'est quoi pourquoi ils appellent ça la mer de Sargasses, en fait, un autre continent de plastique? Ben, en fait, la mer des Sargasses, c'est une mer à l'intérieur de l'océan Atlantique, là. Donc, c'est comme ça qu'elle est appelée. Fait que si tu le OK. googles, tu vas être envoyé à littéralement un espace d'eau OK, sur la OK. planète Terre. Puis le continent, il s'appelle le continent Atlantique, dans le fond. Ah, OK. oui, OK. Le continent de plastique. Ben, puis c'est de là qu'ils partent les Sargasses, dans le fond, ou ça n'a pas rapport? Ben, à cause du gir, il y a une accumulation de sargasses aussi. Les algues, les fameuses algues. Puis, ben, pour l'avoir navigué, la mer des Sargasses, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de sargasses qui flottent. Fait qu'un peu comme le plastique, j'imagine qu'elles sont acheminées là. Puis Mais parce qu'à la texture aussi, on dirait que c'est comme quasiment comme du plastique. C'est vrai. Mais puis ça, c'est un écosystème. Hein? Dans les Sargasses, vivent plein de bébés poissons. Ça sert de pouponnière aux tortues marines. Fait que là, imaginez-vous ces pouponnières-là naturelles qui cohabitent maintenant avec le plastique. J'ai hâte de voir l'évolution va nous amener où dans 1000 ans. Ouais. Mais écoute, t'as-tu navigué toutes les étendues d'eau, les grandes étendues d'eau dans le monde au travers les années? Tu sais, tous les océans, toutes les grandes mers, toutes les... Non, mais c'est sûr que c'est dans ma bucket list, là. OK. Non, là, j'ai navigué surtout l'Atlantique, l'équateur Pacifique aussi. J'ai travaillé dans les Caraïbes longtemps, donc je me suis spécialisée en écologie tropicale principalement. OK. Puis cet été, j'ai navigué le golfe du Saint-Laurent. On est parti de cette île, Oui. on est monté jusqu'à la frontière du Labrador, traversé vers Terre-Neuve, on est revenu vers Anticosti, ensuite on est allé aux îles de la Madeleine. Donc ça, c'est la dernière navigation que j'ai faite là, post-pandémie. Mais ça, raconte un peu, ça, c'était ton projet aussi, ça, cette expédition-là. Exact. Ça faisait 5 ans que je travaillais là-dessus, dans le fond. Puis quand j'ai fait l'École des entrepreneurs, initialement, dans mon plan d'affaires, j'avais un modèle qui était les expéditions scientifiques et éducatives qui servent finalement à surveiller, recenser, mieux comprendre la pollution plastique. En étant à bord de bateaux, ce qui nous donne un accès complètement privilégié à la problématique, là. Donc là, j'ai réussi à me financer cette année. On est parti du 23 août jusqu'au 12 septembre en bateau, puis on a eu quelques jours d'immobilisation au départ à cette île, puis une semaine aux îles au retour, là. Fait que c'est un projet en tout et pour tout qui était quasiment d'1 mois. Et puis là, on a été recenser justement la pollution plastique en Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, l'île d'Anticosti. On a comme fait un premier portrait de ce qui se passe dans des zones qui sont pas habitées. Donc, on avait des permis scientifiques pour recenser des réserves naturelles, des archipels fauniques où il y avait des réserves d'oiseaux, des macareux, plein d'animaux. L'île Brion, entre autres, aussi au large des îles de la Madeleine. Ouais. Exactement, où il y a des colonies de phoques, il y a beaucoup de requins aussi qui se tiennent là. Fait qu'on a été recenser un peu les berges, Anticosti même, là. Puis, tu sais, on a trouvé des dépotoirs à ciel ouvert partout, là. Même Anticosti, parce que c'est surprenant, parce que, tu sais, Anticosti, ouais. J'imagine que c'est un peu à l'image de ce que tu disais tantôt. Là, tu nous parlais tantôt du parc du Bic qui était ultra protégé, mais c'est une espèce de fait méconnu. Puis dans le fond, même si c'est protégé, ben il y a un paquet de choses qui se ramassent sur les berges à cause des courants marins. C'est ça aussi? C'est exactement ça. Puis en fait, à Anticosti, c'était le hotspot sur lequel j'ai comme basé ma prémisse scientifique, dans le fond. J'avais eu beaucoup de témoignages de locaux qui me disaient que c'était pollué, puis qu'on avait un plus petit gir dans le golfe du Saint-Laurent, donc l'espèce de... C'est toute la théorie que je vous ai donnée tantôt au niveau océanique, là, qu'on trouve dans les grands continents. Mais là, en fait, on aurait un peu la même affaire, mais dans une plus petite échelle, à l'intérieur, nous, de notre mer intérieure, qui est le golfe du Saint-Laurent. OK. Fait que ce gir-là, dans le fond, dans le golfe, l'hypothèse, c'était que ça acheminait aussi des déchets sur des littoraux, surtout sur la rive sud de l'île d'Anticosti. C'est exactement ça qu'on a trouvé, dans le fond. Pour te donner une idée approximative, c'est que combien de plastique, d'après toi, qui se retrouve dans ce coin-là?
je sais pas en quantité, mais tu sais, imagé, là, parce que c'est vraiment juste comme anecdotique pour l'instant. Mes données sont en train d'être traitées au niveau plus académique là, en ce moment, mais tu sais, c'est des couches et des couches. Là. Tu sais, hiver après hiver, quand on arrive à la saison estivale, il y a comme une ligne de marée que les glaces ont poussé des affaires. Puis là, c'est comme des troncs d'arbres, il y a des fois c'est du sable, il y a des roches, il y a même des plantes qui poussent là-dedans. C'est vraiment la zone comme entre la plage puis la forêt en arrière, mettons. Ben ça, cette zone-là, c'est des couches et des couches de plastique qui s'accumulent. Là. On parle de bouteilles de plastique, de bouées de pêche, des cordes, des pailles, name it, là. C'est tout là. OK. Tout ce qu'on consomme au quotidien, ça se retrouve particulièrement là en grande quantité, mais ça se retrouve aussi partout. Là. Fait qu'après une bonne tempête, tu sais, mettons l'ouragan qu'on a eu, Fiona, en septembre, nous, on venait de passer pour ramasser. Ben là, je suis comme, l'année prochaine, il faut y retourner. Là. Parce que ça va avoir le même effet. Hein? Okay. Mais oui, tu sais, à Terre-Neuve, là, tout le milieu côtier qui ont été wipés littéralement par la tempête, on a vu des maisons se faire détruire. Non, mais le désastre environnemental aussi associé à ça, c'est ça, on n'a pas fini de... Ça va dans l'eau, puis ça va être recraché après ça sur nos rives, mais c'est en petit pourcentage. Mais c'est ça, le reste, ça s'en va comme dans les abysses, puis ça va y demeurer. Penses-tu que parce que, tu sais, il y a beaucoup d'initiatives de même, mettons, pour nettoyer, ramasser, sensibiliser, etc. Penses-tu que ça va mener à quelque chose un jour, genre, ou que le monde, maintenant, se dit juste, ben, tu sais, quand même, tout le monde fait ses petits gestes, ces affaires-là, mettons, au quotidien, mais en bout de ligne, tu sais, comme j'ai entendu à la radio l'autre fois, on s'en sortira pas, fait que souvent, profiter le temps que ça dure. Ouais, c'est un peu le discours qu'on entend dernièrement. C'est vrai, j'ai entendu ça 2-3 fois cette semaine aussi déjà, puis je suis comme, aïe, tu sais, c'est pas vrai que le statu quo va régler le problème, là. Non, mais est-ce qu'il est trop tard, en fait? Il est jamais trop tard parce que il reste de la vie, il reste des animaux, puis on n'est pas éteint encore. Okay. Fait que moi, je suis plus de l'école de, ben, il faut justement continuer à faire valoir notre patrimoine naturel parce que sans le patrimoine naturel, il n'y aura pas d'humanité. Mais sans humanité non plus, il n'y aura pas de solution, tu sais. On survivra pas, là, cette crise-là. Ça, c'est un des problèmes, mais tu sais, il y en a plein d'autres, puis tu sais, je veux dire, toi, t'as choisi ça comme mission, dans le fond, de nettoyer. Mais tu sais, il y en a plein d'autres problèmes aussi, fait que tu sais, on dirait qu'il y en a tellement que c'est sûr qu'il y a un effet cumulatif, mais c'est pour ça qu'il faut aussi orienter nos démarches en fonction de certaines problématiques, puis c'est pour ça que tout le monde a un peu sa place là-dedans, là. Puis je me demande, tu sais, est-ce que... Parce que souvent, t'entends parler de, OK, là, les autos électriques, mettons, une partie du problème, etc. Ouais. Mais là, tu sais, je sais pas, c'est-tu le lobby du gaz qui met de l'avant que finalement, une batterie, c'est vraiment très polluant pis tout, ou ça l'est pas tant que ça, ou ça l'est vraiment, puis finalement, c'est une solution moyenne, ou tu sais, as-tu un peu de knowledge là-dessus? Ben, c'est sûr que je l'ai par rapport à la pollution plastique. Tu sais, comme, en ce moment, on dort sur une loi du bannissement du plastique depuis 2020, Trudeau l'a annoncé. Mm-hmm. Puis elle est toujours pas en place. Apparemment qu'elle arrive cette année, là, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie, fait que ça a tout ralenti. Mais, tu sais, là, dans le fond, c'est que, oui, les lobbies du pétrole, les lobbies du plastique sont en train de faire de la pression pour pas bannir la bouteille d'eau à usage unique, mettons. Parce qu'elle est beaucoup trop lucrative. C'est sûr, on fait partie d'un système capitaliste, puis là, c'est là aussi où il y a un changement de paradigme. Je prêcherai pas pour ma paroisse orange, mais tu sais, dans le sens que c'est sûr que le modèle économique n'est pas favorable non plus à une durabilité puis une pérennité de l'espèce humaine sur la planète en ce moment. On est sur le modèle de la consommation à outrance, là. Exactement. Encore toujours, là. Sauf qu'en ce moment, il y a aussi un changement de paradigme pour vrai qui est en train de se faire parce qu'on voit bien que le modèle économique a ses limites, dans le sens où on peut pas viser la croissance infinie sur un système clos comme la planète Terre. Fait que je veux dire, le modèle des batteries ou la loi sur le bannissement du plastique, ça revient tout au même, puis ça revient à, ben, c'est qu'il y a des méga machines lucratives qui sont en train de payer pour faire éteindre ces recommandations-là scientifiques. La bonne nouvelle, c'est que c'est juste à l'Organisation Bleue, aussi petit soit-on, on travaille demain avec le gouvernement, puis le fédéral a accès à notre base de données pour construire les lois de demain, tu sais. OK. Fait que notre travail n'est pas en vain, puis nos initiatives sont pas juste on a un impact à Baie-Saint-Paul, genre, puis on wrap up, puis on est heureux. Ouais. Nous, on fait des rapports, on a une grille Excel avec des données dedans qui servent après ça à faire des statistiques académiques qui sont aussi relayées au gouvernement, puis ça aide littéralement à moduler les projets de loi, là. On est entendu, on est vu, c'est un peu la clé du succès de l'Organisation Bleue parce qu'à travers notre marketing,
on fait réellement un réel enjeu, tu sais. Fait qu'on fait pas du greenwashing où on n'est pas là justement à uniquement faire des événements communautaires. Il y a vraiment un processus scientifique à l'arrière, puis il y a moi qui est en train de pousser aussi la machine pour amener ça en politique puis plus loin, là. J'ai l'impression que y a-t-il un fossé générationnel dans ce sujet-là? De la pollution, puis du plastique, puis faut faire attention de, tu sais, pas généraliser parce que c'est pas tout, tu sais, on va dire l'exemple des baby boomers, par exemple, qui s'en foutent ou qui sont pas conscientisés. Ouais. Tu sais, moi, j'en connais plein, là, à commencer par dans ma famille. Il y a des écologistes environnementalistes depuis qu'ils ont 16 ans, eux aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un discours un peu comme la justice sociale, comme les questions de racisme, de diversité, d'équité. Ce sont tous des enjeux contemporains. Puis je pense que les jeunes sont de plus en plus conscientisés, mais aussi j'ai l'impression que peut-être, moi, c'est ça qui me... Parce que, tu sais, je vois plein d'affaires passer, mettons, au niveau de la ville, ces affaires-là. Là, tu sais, t'as tout le monde, les pages Spotted, puis tout ça. Ouais. Puis tous les jeunes d'un parc, ils laissent traîner leur patente à terre. Il y a des, tu sais, il y a des bouteilles de plastique, de verre, puis tout ça. Fait que, tu sais, on dit qu'ils sont plus conscientisés, mais ils sont-tu vraiment, tu sais? Ils sont plus woke, là, ça, c'est certain, là. Je pense que ça, c'est général. Mais après, c'est sûr que la sensibilisation sur des problématiques comme ponctuellement la pollution, la restauration rapide, le plastique à usage unique, il y a toujours une job de sensibilisation à faire. Puis ces enfants-là sont aussi élevés par leurs parents. Ils n'ont peut-être pas fait leur job non plus. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, ils sont plus woke, oui, ils sont peut-être plus conscientisés, oui, ils sont plus éco-anxieux, définitivement. De passer de la sensibilisation à l'acte de faire Exactement. Attention, je pense qu'il y a un gros travail encore là aussi. Là. Oui, puis tu sais, justice sociale, c'est une chose, il y a la justice environnementale aussi, puis tu sais, il y a tout le contexte d'inaction politique qui fait que les jeunes sont vraiment aussi, bon, on accroche la serviette, puis tu sais, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de réelle prise de décision comme plus drastique, ben à quoi bon, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a aussi l'espèce de comportement de, ben je m'en fous parce qu'il n'y a rien qui est fait, là. Ouais. Ou genre, tu sais, ou à mon échelle, ça changera rien. Aussi. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de, tu sais, justement, les jeunes savent le quoi, mais savent pas le comment. C'est-à-dire qu'ils savent c'est quoi le problème, mais ils arrêtent comme pas mal là, puis il y a pas une espèce de curiosité ou de vouloir creuser plus loin puis dire, ben, je sais qu'il y a un problème, mais comment je fais pour être une partie intégrante de la solution à ce problème-là. Puis quand je dis le fossé générationnel, mais je suis un peu d'accord avec toi aussi, tu sais, il y a les parents puis les grands-parents qui, eux, ont vécu une réalité complètement différente puis que ça a nettement pas été dans l'éducation, dans ce qui a été transmis comme façon de vivre ou de mode de vie, de faire attention à l'environnement, puis de peut-être choisir justement de faire des choix un petit peu plus judicieux au niveau des contenants. Ouais, mais il n'y avait pas autant de produits de consommation dans leur temps. Là, à Star, ça revient au même discours que quand on dit dans notre temps, nos parents ils achetaient des maisons à 25 000 puis le taux d'intérêt était à 20 puis tout ça. Mais il n'y avait pas des cellulaires, il n'y avait pas des ordinateurs que tu as besoin pour vivre dans ta non, puis il n'y avait pas une coupe en plastique à chaque fois qu'ils vont chez Tim Hortons non plus. Là. Non, c'est ça. Il n'y en avait pas de Tim Hortons. Il n'y en avait pas, c'est ça. Ils se faisaient le café à la maison, puis c'était ça, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Oui, il y a peut-être des déchets quand les jeunes vont au parc, mais Chris, les jeunes, ils ont juste ça. Des déchets qui se font mettre dans les mains aussi. Puis ils se font pas tant payer la belle tasse en stainless Yeti ou Hydro-Flasque, parce que leurs parents leur ont pas offert ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Et pourtant, quand tu travailles pour une compagnie, on s'entend que du matériel promo pour des thermos, j'en ai mon armoire pleine. J'ai l'embarras du choix quand je veux prendre un thermos. Arrêter de produire des maudits items promotionnels qui servent pas puis qui finissent dans le fond d'une armoire, là. C'est ça. Parce que, mais je pense aussi, c'est ça, c'est que les jeunes, puis même, je vais dire, tout le monde, je pense qu'on est rendu, c'est tout le monde, c'est pas juste les jeunes. On est rendu à une étape, on est rendu à un point où, tu sais, c'est inconscient complètement tout ce qu'on se fait mettre dans les mains sans s'en rendre compte. Ça fait tellement partie de notre quotidien qu'on le voit même plus. C'est exactement ça l'enjeu. Puis tu sais, on vit dans un monde qui est extrêmement imparfait. Fait que le point n'est pas non plus de dire sont conscientisés parce qu'ils sont zéro déchet. Tu sais, c'est pas ça non plus. Tu sais, même moi, je suis pas zéro déchet. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de l'être, là. Puis, tu sais, vous viendriez chez nous, je suis quand même intense dans le sens où il y a rien en plastique. Puis si j'ai des trucs en plastique, ça fait genre 15 ans que je les ai, là. Genre mon jug à lessive, je le remplis assidûment avec le même pot depuis 10 ans.
Mais mon savon à vaisselle, je le remplis aussi en vrac, tu sais, mais... Ah, ça, on fait ça nous autres aussi. Bon, cool, tu sais, mais c'est ça, moi, j'ai choisi ça, mettons, mais des fois, je l'oublie, là, ma tasse à café quand je vais au resto, fait que j'apprends la coupe à usage unique parce que le monde dans lequel je vis, il est fait comme ça. Fait Mais que attends, tu c'est sais, si tough, tu là, prends pour se connaître, là. tu prends ta coupe à usage unique, mettons qu'après ça, tu t'en pitches pas à terre, là, tu vas aller Non, la c'est mettre dans ça, un c'est truc sûr, à recyclage. Fait que, tu sais, c'est c'est déjà un sûr. peu moins pire. Oh ouais, tout à fait, j'en dispose de façon appropriée. On va pas pitcher dans le lac, là, tu sais. Je passe mon année à les ramasser. C'est ça, tu sais. Non, tout à fait, mais tu sais, là, ça fait partie de Tu vivre en connais ta tasse du société. Puis... Starbucks qui flotte devant toi. Là. Absolument. Mais c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aussi à l'Organisation Bleue, parce qu'il y a toujours Ouais. des gens à sensibiliser. Là. C'est quoi ton plus gros défi encore à l'Organisation Bleue après 4 ans? C'est quoi qui est le plus difficile? C'est quoi qui est le, tu sais, année après année? Parce que j'imagine qu'il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui vont de mieux en mieux, mais c'est quoi qui demeure encore et toujours une espèce de nerf de la guerre dans ce que tu fais? Au niveau de ma mission ou au niveau de mon entreprise? De ton parce que tu sais, ouais, il y a ça aussi qui est spécial, tu sais, parce que tu es une entrepreneur, mais une entrepreneur sociale, tu sais, J'ajouterais, moi, dans la question à Tristan, deuxième volet, es-tu capable, tu sais, est-ce que tu es capable d'en vivre juste ça à 100%, mettons? Oui, j'en vis à 100% depuis 2 ans. OK. La pandémie a été on va se le dire, là, un méchant coup d'un côte. J'ai bénéficié de la PCU qui a été probablement la meilleure subvention à laquelle j'ai eu accès. Okay. Parce que j'ai perdu ma job, moi, dans ce temps-là. J'avais comme toujours un sideline. Puis là, dans le fond, ça m'a permis de faire le pont directement dans ma business puis de me restructurer puis prendre ce cash-là aux 2 semaines pour justement rebâtir un peu ma mission, ma valeur, où je m'en vais, ma vision. Fait que merci pour ça. Dans la COVID. Puis là, ben dans le fond, j'ai des enjeux de croissance. Là. J'ai apparemment, là, j'ai été mentorée cette année dans un accélérateur. Puis apparemment que j'ai une belle croissance organique saine. Donc, depuis 4 ans, ça ne fait qu'augmenter. J'ai doublé mon chiffre d'affaires l'année dernière à peine 6 mois dans mon année financière. Mais c'est sûr que comme vous l'avez déjà pointé, mon modèle en entrepreneuriat social, c'est difficile. Je suis partie avec 2 pneus crevés au départ parce que à but non lucratif, on finance pas. Fait que j'ai pas eu de prêt, j'ai pas eu de backup, moi, de COVID, de fonds d'urgence. J'ai pas eu de prêt à la BDC parce que j'ai une entreprise à but lucratif qui vend des t-shirts, là. C'est pas de même, ça marche. Mais attends, banque... je vais t'arrêter 2 secondes, OK? Puis je veux juste que tu... Puis ça m'intéresse vraiment, là. Puis t'as étudié, tantôt j'ai noté ça, là, juste à être sûr, j'avais bien compris. Toi, t'as été à l'école d'entrepreneuriat de Beauce, c'est ça que j'ai compris? Non, à Montréal. OK, à Montréal. Ça ressemble-tu à l'école d'entrepreneuriat de Beauce ou ça n'a pas rapport avec ça? C'est le même, c'est la même programme. C'est la même compagnie, là, dans le fond, ouais, exactement. Okay, c'est très quand même prestigieux, là, je veux dire, ce programme-là. Est-ce que tu sens, parce que toi, ce sur quoi tu as travaillé pendant que tu étais là, c'était à vocation justement sociale, est-ce que tu sens qu'il y a un changement qui s'en vient au niveau entrepreneurial, que peut-être que ça va nous amener à justement aussi une refonte de, mettons, la BDC qui va se mettre à encourager des projets comme ça. Ou j'espère. Ouais, puis c'est vraiment une bonne question pour vrai parce que, tu sais, même il y a 4 ans, j'étais vraiment une bébête dans ma cohorte. J'étais la seule qui était à but non lucratif sur ma structure juridique. Puis tu sais, mes profs, mes mentors, ils ont jamais su vraiment m'aiguiller. Fait que j'ai vraiment défriché toute seule à genre me commander des livres sur l'organisme à but non lucratif par le Québec, genre, ou par le Canada. Puis genre en observant, en faisant des études de marché, genre la fondation Marie-Vincent ou genre les petits déjeuners, comment qu'ils font pour générer du profit, puis genre ou le cancer du sein qui fait genre 10 millions de profits par année qui réinjectent dans leur cause. Tu sais, c'est un réel modèle d'affaires, la philanthropie, là. Il y a tout un parallèle aux marchés normaux qui feed la religion, l'équité, la diversité, la protection de l'environnement, la santé. Tu sais, c'est ça les secteurs philanthropiques au Québec, au Canada, et l'éducation d'ailleurs. Mais c'est vraiment des modèles d'affaires, puis ça existe. Là où ça devient intéressant avec l'Organisation Bleue, c'est que je suis en train de mixer un peu le profitable avec le non profitable. Puis je suis en train de mettre à profit aussi tout un réseau de compagnies
à but lucratif qui, eux, redonnent dans un nouveau format, genre des certifications B Corp, les gens qui sont enregistrés coop, il faut qu'ils redonnent 5% de leur profit à une cause de leur choix. Il y a tout le volet bienfaisance aussi, où éventuellement, je vais être capable d'émettre des reçus d'impôts pour des compagnies. Fait que ça devient un peu, d'une part marketing, mais ça devient une façon aussi pour les entreprises d'avoir un impact bienveillant sur la société québécoise dans un enjeu qui leur tient à cœur. Puis ça existe dans toutes les entreprises au Québec à l'heure actuelle. Toutes les entreprises qui se respectent, qui font des gros profits, redonnent une partie de leurs profits pour des fins fiscales, mais aussi parce que dans leur modèle d'affaires, dans leurs valeurs, dans leur vision, c'est important de réinjecter aussi localement. Fait que c'est là, moi, où je capitalise. C'est intéressant parce que ça fait déjà une couple d'années que j'ai lu ça, mais si vous l'avez pas lu, puis ce que je vous le conseille, mais tu sais, c'est Vers une économie à 3.0 de Mohamed Younous. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. J'ai pas entendu ça, mais sans faire exprès, j'ai fermé le micro à Anne-Marie, tu peux le rallumer, excuse-moi. Okay. Es-tu là? Tu peux la rallumer. Excuse-moi. Je l'attends de me rendre. C'est ça. Je me suis trompé de bouton, désolé. Fait quoi ton livre? Le livre, c'est ça, je disais Anne-Marie aussi, je sais pas si tu avais déjà entendu ou peut-être lu le livre, là, Vers une économie à 3.0 de Mohamed Younous, mais que c'est vraiment intéressant, puis ça redéfinit l'espèce d'entrepreneuriat de demain. Tu sais, je trouve ça tout vraiment intéressant ce que tu viens de dire, puis tu sais, au niveau d'un peu la reconnaissance de se dire, tu sais, c'est une entreprise que j'ai, puis même si elle tombe pas nécessairement dans les cadres de ce qu'on a comme en tête dans le canevas d'une entreprise, ce que je fais, ça l'est, puis ça devrait devenir l'espèce de façon de faire, ou en tout cas un maître à penser pour les entreprises de demain, puis ça devrait être enseigné, tu sais, je veux dire... Ça me stimule ce que tu dis, mais tu sais, le catholique, là, le judéo-chrétien québécois des années 30 à 80, mettons, qui a été élevé par l'Église, que là, on passe la petite cagnotte, on va manger notre hostie. Tu sais, l'OBNL, là, est perçu de même par le Québec. Est perçu comme l'organisme charitable pour lequel tu redonnes à la bonne cause. Excuse, je fais du profit, j'ai un chiffre d'affaires, je fais de la prod. Digne de BBC, là. Je veux dire, je tourne en 4K, j'ai de la technologie à la maison, l'entreprise a des actifs pour plusieurs milliers de dollars. En plus, je fais du bien à la planète. Je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, là, c'est pas ça du tout. Exactement, c'est que dans le fond, j'utilise plein de modèles puis de niches lucratives, mais en but de communiquer ma mission, qui est la protection de l'environnement. Mais le meilleur exemple, National Geographic le fait, là. Les cahiers spéciaux dans la presse qui sont vraiment axés sur l'environnement, c'est ça. Des médias qui font du contenu uniquement à impact social, environnemental. Il y a des shows de télé qui le font aussi. Tout ça, là, c'est comme une niche culturelle média. Ça, c'est une affaire. Puis après ça, l'impact communautaire n'est pas obligé d'être une activité bénévolat plate. Je veux dire, à Hochelaga, il y a des activités communautaires, puis ça fonctionne, là. Un festival en tant que tel, c'est une activité communautaire. Fait que même ça, dans le fond, c'est que j'utilise des leviers culturels, de prod, de communication, puis oui, communautaire, mais à l'ère du média numérique aussi. Fait que tout ça, ça me permet d'amplifier la mission, puis d'œuvrer dans un réel secteur, mais qui réinjecte ses profits, dans le fond, à la vraie cause plutôt qu'à moi me donner des dividendes. Mais c'est là où le défi est double, tu sais, parce que, comme tu dis, non seulement toi, il faut que tu expliques, mettons, ta mission puis qu'est-ce que tu fais, mais en plus, il faudrait quasiment réexpliquer aux gens c'est quoi un OBNL puis qu'est-ce que ça fait puis c'est quoi la réalité d'une OBNL aujourd'hui. Mais c'est vrai pareil. Tu sais, puis il y a plein de gens qui ont entendu parler de Club des petits déjeuners puis mais je pense que les... Ouais, mais le Club des petits déjeuners, c'est parce qu'à un moment donné, le fondateur, il se promenait en Porsche, là, tu sais, ça envoie un message. Ça enlève un message un peu contradictoire. On s'entend là-dessus. Exactement. Moi, je roule pas en Porsche, là. Non, c'est ça. Je me cherche électrique, soit dit en passant. C'est ça. Mais tu sais, il y a vraiment quelque chose à réexpliquer, puis tu sais, comme je ramène à ce que je disais tantôt, je pense que ça devrait être enseigné. Je pense qu'il devrait y avoir maintenant un volet dans les grandes écoles, puis avec le volet faire un budget. Avec le volet faire un budget.
Effectivement. Tout à fait. Mais tu as parlé de marketing là, tantôt, parce que moi, c'est là-dedans que je suis. Oui. J'imagine que tu bénéficies de Google Grants, là, à quelque part. Oui, exact. Ok. Ben, c'est ça. Même dans le back-end, mon entreprise est uniquement basée sur le web. Puis oui, j'ai des grants auprès de Google, j'ai des tarifs avantageux aussi. On s'entend que, tu sais, même dans le marketing, je suis un peu disruptive dans la mécanique des OBNL parce que justement, j'ai tout centralisé sur Google. J'ai ma plateforme web que je monte moi-même. Tu sais, je fais pas affaire avec des agences à l'externe pour me faire des campagnes de communication. Quoique sur mon CA, là, j'ai une productrice, j'ai aussi un président d'une boîte marketing. Fait que je bénéficie de conseils, mais ça demeure que je fais pas du B2B pour aller chercher des services de production de contenu, communication, etc. Ouais. C'est quoi le... Ouais, excuse, vas-y. Ben, j'allais dire, dans le fond, c'est juste pour rapper, mais c'est ce qui me permet d'œuvrer dans ce domaine-là à vraiment moindre coût, c'est que je suis vraiment agile au niveau de tout mon back-end numérique. Là. OK. Ouais, puis ça, c'est quand même un plus parce que effectivement, ça peut coûter plutôt cher. Oui. Mais surtout que c'est un défi de communication entier, ce que tu fais. Tu sais, tout s'articule autour de ça, puis le marketing, ce qui est dit, ce qui est communiqué, c'est que ça. Oui, puis c'est l'entreprise qui me commandite. on va travailler ensemble cette année, Tristan, mais le but ultime pour cette entreprise-là, c'est pas tant l'impact, c'est son rayonnement à travers l'impact. Puis ce rayonnement-là, ben, il y a juste moi qui peux le faire, dans le sens où c'est moi qui prends la prise de photo, la captation vidéo, c'est moi qui transfère les médias, les bilans de nettoyage, c'est moi qui fais le post sur mon réseau qui est vu 30 000 fois à la fin de l'année, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui est important de respecter aussi, puis je pense que c'est là où ça devient un modèle hybride, c'est que à l'Organisation Bleue, la compréhension de la machine marketing en arrière, on n'est pas là pour fider un greenwashing, au contraire, mais on comprend que l'entreprise veut être bienveillante, puis s'afficher avec cette valeur-là de préservation de l'environnement. Parce que souvent, je me fais dire, tu fais du marketing, c'est du greenwashing. Mais vraiment pas. Tu sais, je vais pas chercher 2 millions de la part de Coca-Cola ou de Shell, une pétrolière, c'est pas ça pantoute. Je travaille avec vous autres, des probiotiques. Greenwashing pour ceux qui... Excellente question. Exemple, tu sais, je me suis fait approcher par Shell une année qui me disait, je te donne 500 000, puis tu me fais une campagne. Ben non, ça marche pas de même, tu sais, où j'ai déjà été payée par Corona pour faire des nettoyages de berges, mais Corona a jamais été fier de travailler avec nous pour l'impact environnemental. Tout ce qu'ils disaient, c'était que ça fidait leur campagne publicitaire. Ça, c'est du greenwashing, c'est du blanchiment environnemental. Ouais, mais d'ailleurs, je pense que Coca-Cola est en ce moment à la COP27 en Égypte, là, que je lisais, ça a été un mini-scandale, puis je pense que... Ouais! C'est très chaud. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que je veux pas... C'est quoi, c'est de se faire passer comme environnemental un peu sur le dos des organismes, dans le fond? Ou c'est de montrer des images qu'une entreprise a une conscience environnementale, mais littéralement, ils font rien pour l'environnement. Fait que c'est comme passer un faux message. Puis, ben, nous, à l'Organisation Bleue, c'est exactement ce qu'on évite, là. Tu sais, on veut jamais prendre l'argent d'une part qui est pas conséquente avec nos valeurs. C'est 100% environnemental. Tu sais, mettons, Coca-Cola, ils font pas d'émissions de nettoyage. Non, mais ils en supportent, en fait. Ils en font plein, puis tu sais, mettons, WWF Canada... mais c'est quoi le problème à bord à ce moment-là, s'ils en supportent? Ils font leur... Mais c'est qu'ils partent des deux côtés de la bouche. C'est ça l'affaire. C'est que d'un côté, ils investissent, ils supportent, ils sont des événements, mais de l'autre, ils investissent en rien en R&D. C'est une compagnie de liqueurs. Ils sont aussi les principaux pollueurs. Puis quand c'est temps de s'asseoir à la table des dirigeants de chez Coca-Cola pour trouver des façons de contrer le plastique à usage unique, ben il y a un désintérêt total. Puis les lobbies pétrolières ont le plein contrôle. Ils sont pompiers puis pyromanes en même temps. Je me fais l'avocat du diable. S'ils supportent d'un l'autre côté des activités de... On parle de moins de 1% de leur profit annuel. OK. T'sais, on pourrait parler d'un 10%, ça nous fermerait clapper un petit peu plus. Mais là, on parle de littéralement un coup d'épée dans l'eau pour un impact c'est juste pour bien paraître. C'est juste pour bien paraître auprès du monde comme moi. C'est ça. C'est exactement ça du greenwashing. Ça marche, t'as vu, ça marche. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est genre les Turks and Caicos pour les grands milliardaires canadiens. Dans le sens que ça fait beaucoup trop de publicité pour l'impact que ça a.
C'est quoi Est-ce que, mettons, une compagnie comme Dove qui nettoie des poussins, c'est vrai ça? Ou c'est... Ben non, c'est ça, là, pas vraiment. Ok. Genre, du poussin, là, c'est parce que genre, il y a un bosquet de 4 km qui est comme vraiment crotté aussi par le pétrole. Mais ça, on n'en parle pas parce que le poussin est plus cute. Ça, c'est du greenwashing. Ouais. Ok. Puis là, Marc-Antoine, tu viens d'anéantir son monde qui pensait que le Ouais, savon d'Oeuvre que je suis tu lis dans le désolée. bain. Je suis désolée. Mais tu vois, on fait pas ça à l'Organisation Bleue, mettre des poussins cute qui mangent du plastique, justement pour ça. Non, mais c'est parce que c'est ça la différence, c'est que toi, t'as pas un autre produit dérivé. T'as pas un produit dérivé que tu vends, toi. Ta job, Non. c'est de Ouais. cleaner en arrière des autres, mettons. Ouais, mais tu sais quoi? Moi, par exemple, je montre des bouteilles de plastique et des déchets, mais genre sexy. Puis ça a tellement l'air le fun ce qu'on fait que le monde se pointe. Ouais. Je comprends, c'est vrai, je regarde C'est tes là la photos, réussite, là, c'est là qu'elle Elle est est vraiment entière, là, la la réussite. Là. Tu sais, là. quand il y a 100 personnes qui font un line-up pour venir nettoyer une berge, excuse-moi. Quand il fait beau et qu'il aurait pu faire d'autres choses pendant une journée. Hey, moi, avant l'Organisation Bleue, je me suis jamais levée le matin à Montréal pour aller nettoyer à la salle, genre. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as contre Moi, le je monde de la mobilise salle? 100 personnes. Non, j'ai rien, au contraire. C'est vraiment propre à la salle, malgré son nom. Mais tu sais, tu disais, je pense que cette année, tu avais 60 événements qui ont été faits de nettoyage. J'ai 63 événements depuis 4 ans. OK. Ça en prendrait combien par année pour devenir vraiment efficace, pour avoir un impact qui devient Une vingtaine, pour vrai, ça suffit, hein? par année? Ben, ça suffit pas pour la problématique environnementale, mais au niveau de mes coms, plus de 20 événements, ça devient vraiment comme futile pour sensibiliser le public. OK, mais au Ça, niveau c'est une chose. environnemental, Ah, Anne-Marie. mais là, ça en prendrait, genre, pendant 5 ans, à tous les coins qui existent sur le littoral. Aïe, aïe. Puis genre une armée de, tu sais, genre 100 000 personnes, là. OK. Tu sais, je veux dire, en Incroyable. Scotie, ça va me prendre 10 ans à ramasser, là, si je commence à Et ramasser. parlant de justement 10 ans, c'est quoi ton objectif à long Puis terme? je ramasse, Mettons, mais c'est ça quoi revient, là, ça revient l'année d'après. Fait que pour vrai, là, je sais pas c'est quoi la réponse. C'est quoi ton objectif final dans tout ça? Ouais, ben là, c'est ça. Là, j'ai 4 ans cette année. Fait que là, je gère une croissance parce que comme je vous ai dit, mon chiffre d'affaires a doublé cette année. Fait que là, je suis dans des réels enjeux de croissance avec aucun fonds de roulement parce que j'ai pas accès à des prêts banquiers. Ça, c'est le back-end entrepreneurial. Fait que là, ce qui me sort un peu la tête de l'eau, c'est vraiment mes partenariats commandites. Je lance une campagne de sociofinancement cet hiver aussi. Mais si j'avais genre 3 millions de dollars demain matin parce que j'ai une subvention puis je peux réaliser le plein potentiel de ma vision, ben je développe un carrément là, je m'incorpore une production en à côté à but lucratif qui elle va être B Corp qui va nourrir mon OBNL. De surcyclage, dans le fond. Ben de surcyclage, mais aussi de production où je serais capable de feeder des campagnes de communication annuelles, des infolettes, production de vidéos. Je développerais ma chaîne YouTube, une chaîne TikTok. Tu sais, là, j'irais vraiment dans le numérique pour tout ce qui serait éducation, un peu comme... OK, c'est ça. Fait que ça deviendrait, il y aurait une vocation éducative vraiment bien implantée vraiment. aussi à ton projet. Là. Exact. Ça a toujours été dans la vision initiale. J'aurais peut-être même un 3 numéros imprimés par année, comme une belle revue de collection avec des belles images, des articles inspirants que je pourrais vendre en kiosque ou je pourrais vendre sur mon site web. Je produirais plus de films documentaires aussi puis de capsules vidéo. Fait que tout le volet vidéographie, cinématographie et expérience muséale, ça, c'en est un autre que je suis en train de développer en ce moment. Fait que des expos qui seraient, ben, pour l'instant, provinciales, éventuellement nationales et peut-être même de renom international, parce qu'on se fait approcher aussi à l'étranger pour nos expositions. Dans la francophonie ou partout à l'international? Un peu partout. OK, cool. Un peu partout. Puis j'aurais probablement aussi un bateau qui pourrait là faire des missions de nettoyage, recensement puis de la science. Puis ce bateau-là pourrait héberger aussi des étudiants qui pourraient venir témoigner, s'inspirer puis même apprendre de l'enjeu environnemental de la pollution plastique un peu partout au Québec, mais peut-être même à l'international aussi. C'est quoi, tu sais, depuis toutes les années, justement, que tu te promènes partout, tu sais, tu as fait de la plongée, là, on comprend un peu mieux tout le parcours qui t'a amené à Organisation Bleue, puis qu'est-ce que tu fais. C'est quoi l'angle mort qu'on voit pas par rapport à la pollution du plastique, puis qui est vraiment tu sais, mettons, je te dis, t'arrives dans une pièce, il y a 250 personnes, puis t'as 30 secondes pour leur expliquer pourquoi on est dans la marde. C'est quoi l'angle mort que personne voit venir avec tout ça? Qu'on est en train de s'intoxiquer par l'intérieur. Cette pollution-là, elle est dans l'environnement, mais on la mange, on la respire, on la boit.
puis on la boit dans notre champlure à tous les jours. Là. Il y a du microplastique dans le Saint-Laurent et on s'abreuve directement de là. Fait que je pense que c'est vraiment juste important de se regarder dans le miroir parce que c'est vraiment à nous-mêmes qu'on est en train de faire du mal et non à la biche sur Anticosti. Puis c'est important de le réaliser parce que je veux dire, la planète est malade, mais on est en train de se rendre malade aussi par nos mœurs. Puis je pense que c'est là le coup de couteau dans le dos. C'est qu'on l'a pas vu venir, tu sais, puis on parle de plus en plus de maladies, de cancer. Tu sais, le plastique, ça accumule les pesticides, les métaux lourds. On a trouvé du plastique dans des poumons humains, dans le sang, dans des fœtus. Dans 3 études qui sont sorties cette année. Il y en a dans l'air qu'on respire. On a trouvé dans les glaces, dans le pôle sud, pôle nord. Je veux dire, c'est rendu partout. Fait que c'est ça, faut juste pas penser que parce qu'on le voit pas, c'est pas là. Et au contraire, même des fois, on le voit pas juste parce qu'on a oublié que c'était là. Fait que c'est là la problématique pour moi. C'est vraiment l'espèce d'aspect insidieux, le fait que c'est tellement rendu omniprésent qu'on le voit plus, qu'on réalise plus l'importance ou le danger d'avoir ça autour de nous, puis de juste continuer de porter attention puis donner le plus d'amour possible à notre environnement parce que comme c'est parti là, il restera pas grand-chose là, pour les générations futures. Puis, on va faire un petit verre d'eau de plastique. Santé! Puis on oublie ça des fois. Puis en contrepartie, tu sais, mettons justement, qu'est-ce qui est... En fait, je me posais la question pendant que tu le disais, là, mettons qu'on arrêtait, je sais pas si c'était cette donnée-là, je suis vraiment curieux. Là. Demain matin, la consommation de plastique arrête dans le monde entier. Ouais, ça prend combien de temps pour que tout se nettoie? Ben, tu sais, c'est ça. C'est l'autre question, je peux pas répondre, t'as des questions tellement fondamentales. Mais, tu sais, ça va prendre des décennies, des siècles, voire si c'est pas des millénaires, parce que la bouteille de plastique perdure 450 ans. Le styrofoam, c'est 1000 ans et plus. Moi, je parle souvent de, tu sais, genre Jurassic Park, là, quand dans le film, là, le premier, là, ils ont trouvé le maringouin dans l'ambre. Ouais. Ben, tu sais, mettons, dans 100 000 ans, là, on va-tu trouver des couvercles de Tim Hortons dans de l'ambre? Sûrement. C'est vers ça qu'on s'en va. Puis ils vont faire un film là-dessus avec des couvercles de choses qui attaquent d'autres couvercles. Puis Exactement. Non, mais peut-être que le couvercle se désintègre, qu'on finit par le manger dans le poisson qu'on mange, ou dans l'eau qu'on mange, ou dans l'air qu'on respire, puis que finalement, ça fait une genre d'armée de zombies plastiques. Je sais pas. Aïe! OK. On est rendu dans mettons qu'on on est devenu un petit peu plus éco-anxieux après cet épisode-là. Attends, là, j'ai des belles choses pour se sortir de l'éco-anxiété aussi. Là, mais c'est ça, admettons qu'on veut vous supporter, on fait quoi? On va où? Mais tu sais, je te dirais que l'angle principal de l'Organisation Bleue, puis c'est souvent ce qu'on entend aussi par les gens qui viennent collaborer sur des événements ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est que justement, on est là pour un peu contrer l'éco-anxiété. Fait qu'on se gêne pas de parler des vraies problématiques, puis c'est important de les mettre à plat. C'est important d'être conscientisé, puis d'avoir un réel portrait de ce qui se passe, parce que c'est pas en se fermant les yeux ou en faisant l'autruche que on va arriver à des solutions concrètes. Fait qu'une fois qu'on comprend ces choses-là, qu'on est conscient qu'il y a de la pollution autour de nous, qu'on est en train de s'intoxiquer, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis c'est là l'angle, c'est que il y a plein de choses qu'on peut faire pour un peu contrer le destin. Il y a des choses, des petits gestes qu'on peut additionner au quotidien, chez toi, à la maison. Tu peux inspirer quelqu'un autour de toi. Tu sais, on dit souvent qu'une bonne action, ça en inspire 100 autres. Mais c'est réel, ça, tu sais. Souvent, on dit un post Facebook qui dit que tu as participé à un nettoyage ou même tu as ramassé un déchet dans la rue, tu as pris ta main en photo. Juste ça, ça a de l'influence autour de toi. Ensuite, tu sais, il y a toutes sortes de choses comme le recyclage, le compost. On peut choisir de prendre son vélo plutôt que la voiture. Mais tu sais aussi, à travers l'Organisation Bleue, nos événements de nettoyage qui mobilisent autant de gens, bien ça, c'est des gens qui se déplacent pour avoir un impact concret. Fait que tu sais, quand on est rendu à 1500 bénévoles sur 4 ans, c'est quand même 1500 personnes qui se sont déplacées, qui ont ramassé des déchets, qui ont forcé comme des bœufs, puis qui se sont couchés ce soir-là en se disant « Hey, c'était franchement cool de poser une action concrète puis d'avoir un impact positif. » Puis ça, c'est ce qu'on entend, puis c'est ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on retourne au même endroit, puis que d'année après année,
la crowd a grossi, mais on a toujours un noyau de mêmes bénévoles qui reviennent puis qui sont tellement stimulés puis qui veulent recommencer. C'est parce que ça a aussi un impact d'agir localement chez soi. Puis chez soi, ça commence dans ta maison, dans ta cour, dans ta rue. Après ça, au parc proche de chez vous, au parc national du Bic, par exemple, qui est pas loin de ta cour arrière. Ouais. Mais tu sais, dans le sens que, puis même au Québec, fait que c'est vraiment de mobiliser les Québécois chez nous pour avoir un impact local, d'en parler, d'influencer, puis de rendre ça positif, stimulant et agréable. Puis si les gens veulent faire des dons, Aussi. ton site, est-ce que tu veux tu veux nous dire c'est quoi ton site en fait? Oui, ben sur organisationbleu.org, Organisation Bleue BLEUE. Là, on a un bouton donner. Puis ça, tu vois, dans mon modèle d'affaires aussi, la donation est quand même importante dans le sens où je reçois quand même beaucoup de dons de collaborateurs, supporters, beaucoup de gens aussi qui choisissent de donner mensuellement à l'Organisation Bleue. Puis même les petits dons font vraiment une différence là, parce que ça s'en va réellement sur notre tournée de nettoyage de berge pendant la saison estivale. Fait que pour chaque dollar donné, ben, il y a probablement une bouteille de plastique qui est enlevée des plages. Très cool. Ouais. J'imagine aussi qu'à un moment donné, tu sais, c'est ce qui va être le point tournant, c'est parce que là, en ce moment, il faut que ce soit porté par des organisations comme toi. Mais à un moment donné, quand ça va devenir assez éloquent puis pertinent dans la vie des gens, puis que des groupes citoyens vont prendre eux-mêmes en charge d'organiser des corvées de nettoyage dans leur communauté, c'est là, je pense, qu'on va pouvoir dire que le message commence à passer pour vrai. Là. Oui, il y en a de plus en plus. Tu sais, moi, je suis une épingle dans la botte de foin, mais oui, en effet, tu sais, dans plein de municipalités côtières, je pense au Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, même à Charlevoix, il y a beaucoup d'initiatives là, au printemps, à l'automne, justement pour ramasser ce qui se trouve dans le milieu naturel. Puis après, nous, on vient juste amplifier tout ça, puis on vient comme mettre un ruban là, sur les initiatives. J'ai une dernière question par rapport à ça, parce que on s'enligne vers la fin du podcast, puis ça a passé vraiment très vite. Là. Oui. Mais est-ce que pour que ça devienne vraiment intéressant, puis pour qu'on voit de plus en plus d'organisations à l'intérieur même des communautés qui se fassent pour ça, est-ce qu'il va falloir qu'on applique une espèce de prix ou un coût sur le plastique qui aura été ramassé, puis de dire on paye pour ce plastique-là parce qu'il va être revalorisé? C'est-tu là qu'on va être capable d'aller? C'est-tu là que l'espèce de boucle va se terminer dans le fond? Parce que là, on va dire aux gens, ben regarde, quand tu vas ramasser le plastique en plus, on va vous payer pour ce plastique-là qui est ramassé parce que nous, on va le revaloriser puis on va le réintroduire dans le système dans lequel on vit. Là. Ouais, ça, c'est vraiment le modèle ultime. Je te dirais, c'est ce que je vise pour la 5e année. Là, c'est vraiment d'avoir un système de recyclage à l'interne. Puis une espèce de c'est parce que c'est comme j'allais dire... Là, un incentive. Ouais, mais c'est comme quand, mettons, tu ramènes des bouteilles vides là, de bière, là, tu sais, je veux dire, une consigne là, sur le plastique, là. Ouais, ça serait merveilleux. Tu sais, je pense pas qu'on va pouvoir avoir une genre de machine à consigne pour le plastique qu'on retrouve sur les berges parce qu'il est quand même assez sale, là, ce plastique-là. Mais définitivement, on est en train de se pencher là-dessus pour le R&D des années à venir, puis c'est d'essayer de justement surcycler, le buzzword de tantôt, le plus de matière possible, puis que ça se limite à l'enfouissement le plus possible. Okay. Parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on crée pas. Fait qu'une fois qu'on a ramassé des déchets, c'est là mon enjeu, c'est qu'est-ce que je fais avec ma montagne de déchets. Parce que c'est cute, on le ramasse de l'environnement, mais après ça, comment on le revalorise pour éviter qu'il soit enfoui, puis qu'il détériore dans un dépotoir, là, finalement, là. C'est vraiment ça l'enjeu. Wow. Faites-moi signe si vous avez des idées. Des t-shirts en plastique. Non, mais c'est niaiseux parce que, mais tu sais, parce que tantôt je parlais de 4Ocean. Tu sais, moi, avant de connaître Anne-Marie, moi, 4Ocean, je supportais cette cause-là. Tu sais, j'ai un t-shirt. J'avais le bracelet. Non, pas les bracelets. Moi, je suis pas bracelet, là, mais tu sais, t-shirt, hoodie, tout ça. Tu sais, je supportais beaucoup ça. Puis je pense que ça passe par là un peu aussi, là, tu sais, parce que je me suis fait dire puis c'est arrivé dernièrement. Je suis rentré dans un bar, puis il y a 3 personnes qui m'ont dit « Hey, il est cool ton chandail » parce qu'ils savaient de quoi il était question. Ouais. Je m'attendais zéro à ça, là, tu sais. Cool. Fait que oui, il y a quelque chose qui se passe. J'en ai du merch aussi. Ben, c'est ça, exact. Je sais que t'as de la merch. Fait que c'est pour ça. Allez visiter le site web. On va le mettre sur notre page Facebook. Puis, j'ai des full beaux coton wattés en précommande aussi qui sont faites par... Moi, j'en prends un, c'est sûr. Cool! C'est sûr, j'en prends un.
Parfait. Fait que ouais, on va mettre effectivement ton site là, dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller faire un petit tour. Merveilleux. Très beau site en fait. Félicitations, c'est toi qui l'as fait en plus. Oui. Ah, puis le site de l'expédition, la page de l'expédition est malade aussi, là, avec le bateau, tout ça. C'est vraiment beau. Hein. On est en train de finir un documentaire justement là-dessus. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de projets excitants pour 2023. Notre expo multimédia aussi qui va être lancée à l'été 2023 à Saguenay. Puis, ben, on se rejoint inévitablement sur une berge près de chez vous pour l'été 2023 aussi. On est en train déjà de mettre en place une tournée et urbaine et à travers des festivals en région pour toute la saison estivale. Puis, qui sait, peut-être un petit retour à voile pour aller explorer des îles et des sentiers bien sauvages du Québec. Très cool. Très sharp. Très, très sharp. C'est-tu ta première fois que tu faisais un podcast, Anne-Marie? Non. Ah, ok, c'est ça. T'avais l'air très à l'aise. C'était bien le fun. Je fais beaucoup d'entrevues, puis tu sais, l'expédition bleue, là, ça a été, my God, vraiment intense. J'ai fait 75 entrevues médias en moins de 8 semaines. Aïe. Wow. Ouais. That's it. Ok, ben, merci ben gros pour nous avoir accordé l'impression qu'on n'aurait pas en parler pendant 4 heures encore. Mais... Ouais, non, c'est ça. C'est tout le temps ça, hein, quand on a un invité, on effleure quand même en 1 heure, mais tu sais, il y a bien des affaires. Ça fait 4 ans d'histoire qu'elle aurait à nous raconter. C'est sûr que tout résumer ça en 1 heure. mais tu sais, je pense qu'on va avoir compris l'essentiel de la mission, puis de qu'est-ce que la compagnie fait, puis un peu ton parcours. Fait que c'était ça l'objectif. Merci vraiment. Inspiré. Ouais, exact. Ça nous a ouvert les yeux un petit peu, puis j'espère que ça va avoir ouvert les yeux aussi à nos auditeurs. On est rendu un podcast écologique. Ouais. Yes! Qui se fait sur Internet, qui est un peu moins écologique, mais bon, regarde, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat. Vous êtes pas une solaire, c'est correct. Non, exact. On fait pas de en bouteille. Je sais pas si c'est un mot de la fin, j'ai déjà dans la tête ce que tu ouais, c'est surcyclage. Hein. Wow, c'est mon mot de la fin aujourd'hui. J'ai appris quelque chose. Toutes les fois que j'apprends un mot, je le dis. Et là, finalement, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais là, surcyclage, c'est mon mot de la fin aujourd'hui. On va finir avec ça. That's it. Fait que ben, sur ce beau mot, on va encore une fois merci Anne-Marie, puis on va vous souhaiter des bons matinées, une bonne semaine, puis on se dit à la prochaine. Merci.